Bonjour et bienvenue sur le podcast Israël Décryptage. C'est un podcast dans lequel j'essaye d'expliquer au maximum ce qui se passe en Israël à travers différents sujets. Mon nom est Nissim Slama, je suis guide et conférencier en Israël. Évidemment, je vous invite à vous abonner au podcast et à le diffuser autour de vous pour que le maximum de personnes puissent écouter. Le podcast est enregistré avec mon téléphone, chez moi, à la maison, je suis pas dans un studio, c'est pas un truc super professionnel. Donc je m'excuse à l'avance si le son n'est pas super top et si l'édition n'est pas super top. Mais c'est pas grave, j'espère quand même être intéressant. Voilà. Donc dans cet épisode, ce qui m'intéresserait de parler, c'est surtout de parler des relations entre la France et Israël, des relations diplomatiques entre la France et Israël, et surtout aussi de parler du consulat général de France à Jérusalem, qui est un consulat qui est très très particulier et totalement différent de tous les autres consulats français dans le monde entier. Vraiment très particulier. Donc d'abord, je vais commencer par une petite histoire, c'est un truc qui s'est passé il y a 2 semaines à peu près. C'était sur le mont des Oliviers. Donc le mont des Oliviers, c'est proche donc, de la vieille ville de Jérusalem, c'est du côté est de la vieille ville de Jérusalem. Ça a toujours été la frontière de Jérusalem vers l'est. Donc c'est entre la vieille ville et le mont des Oliviers, il y a une grande vallée. C'est la vallée de Josaphat en français, ou la vallée de Kidron en hébreu. Différents noms pour la même vallée. Et le mont des Oliviers, qui est un endroit qui est très important dans les différentes traditions, dans les traditions chrétiennes, juives et musulmanes. Mais là, on parle surtout des traditions chrétiennes. Donc, dans les traditions chrétiennes, il y a un nombre de choses qui se sont passées sur le mont des Oliviers, par exemple Jésus qui monte au ciel, etc., etc. Mais là-bas, il y a une église qui s'appelle Pater Noster, d'après la tradition dans une grotte là-bas, la crypte en fait de l'église. Jésus aurait enseigné à ses disciples le Pater Noster, la prière qui s'appelle Notre Père, Pater Noster, c'est du latin évidemment. Cet endroit-là a été acheté par une noble française au 19e siècle. Je ne vous donne pas tous les détails parce qu'ils ne sont pas vraiment importants, ok? Et ça s'appelle aussi donc le domaine de l'Éléona. Et c'est un domaine qui appartient à la France. C'est-à-dire que la France est le propriétaire de cet endroit. La France est le propriétaire de cet endroit. La France est propriétaire de Paternoster. Donc ce qui se passe, c'est que quand les officiels français viennent en Israël et dans les territoires palestiniens, ils vont visiter aussi les différents domaines qui appartiennent au domaine national français en Terre Sainte. Ok, c'est aussi cette église Paternoster. C'est pas la seule. Ok, il y a aussi 3 autres endroits. Il y a un endroit qui s'appelle le Tombeau des Rois, qui est un endroit juif à l'origine. Il y a une église dans la vieille ville de Jérusalem, proche de la porte des Lions, donc vraiment à quelques centaines de mètres de Paternoster, qui s'appelle l'église Sainte-Anne. Et il y a un monastère bénédictin dans la ville de Abu Ghosh, qui est vraiment à l'ouest de Jérusalem, assez à l'ouest de Jérusalem, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, vraiment en Israël, qui s'appelle, donc c'est le monastère de Abu Ghosh. Et donc c'est les 4 endroits qui appartiennent vraiment au domaine national de France, et en Terre Sainte, c'est le nom plus ou moins, c'est le nom officiel de l'endroit. Et donc à chaque fois que des visiteurs français, des officiels français vont venir, il y a un des passages obligatoires, c'est de visiter donc, ce domaine national. Il faut un peu comprendre, c'est dans la même idée que par exemple la Villa Médicis à Rome, qui appartient à la France, et la France envoie des étudiants là-bas dans la Villa Médicis. Donc là, on parle en fait de 3 églises, d'un endroit qui n'est pas une église, c'est le Tombeau des Rois. Peut-être j'en parlerai, pas peut-être, j'en parlerai un peu plus tard dans cet épisode. Dans tous les cas, c'est très important de comprendre que ça appartient à la France au niveau, on va dire, au niveau juridique. La France est propriétaire de ces endroits-là. La France gère ces endroits-là, est propriétaire de ces endroits-là. Et c'est des endroits qui sont très importants pour la France, qui en fait rayonnent, on va dire, la France à l'extérieur. Okay, c'est des sortes de petite France, si vous voulez. Quand on rentre dans Sainte-Anne, on rentre en France. Tout est en France. Tout est en France. C'est la même chose à Paternoster et la même chose dans les autres endroits. Dans tous les cas. Donc, je reviens à la petite histoire, il y a à peu près 2 semaines, et Jean-Noël Barrot, qui est le nouveau, je pense qu'on peut dire encore le nouveau ministre des Affaires étrangères français, il arrive donc en visite en Israël, territoire palestinien, et là, il arrive pour visiter donc Paternoster, cette église, ce domaine de l'Éléona. Et là, il rentre. Maintenant, la sécurité israélienne est chargée de sa sécurité, même si la France ne reconnaît pas Jérusalem, donc évidemment, le mont des Oliviers, comme appartenant à Israël, quand même la sécurité israélienne fait la sécurité parce que c'est elle qui est responsable. Donc la sécurité israélienne, les policiers israéliens, sont responsables de la sécurité du ministre français.
Le ministre français arrive, et là, il voit que les policiers israéliens rentrent à l'intérieur du site pour vérifier. Vous savez, avant qu'ils rentrent, il faut vérifier qu'il n'y ait rien à l'intérieur, qu'il n'y ait pas un terroriste qui l'attend à l'intérieur pour essayer de l'attraper, de prendre en otage ou de le tuer. Ça fait un énorme incident international où Israël n'a pas gardé la vie, n'a pas protégé un ministre des Affaires étrangères français de passage. Donc c'est le devoir des Israéliens de rentrer à l'intérieur et de vérifier le site. De vérifier le site. Et là, grand scandale dans lequel les Français et le ministre se plaignent du fait que les Israéliens, que les forces de sécurité israéliennes soient entrées dans le domaine français. Et il y a aussi une altercation avec des gendarmeries, donc le ministre est accompagné de gendarmes qui sont en civil, qui l'accompagnent pour faire la protection. Mais non, évidemment, d'abord, le fait qu'ils soient en civil, c'est problématique dans le protocole. Il n'y a aucun problème qu'ils soient accompagnés par des gendarmes, ils sont censés être en uniforme pour qu'on puisse les reconnaître. Donc ils sont en civil, des accompagnateurs civils, et il commence, il y a une altercation avec les policiers israéliens, et il y a des propos qui sont échangés avec les gendarmes français, dont les policiers israéliens ne savent pas que c'est des gendarmes, il faut bien comprendre ça, commencent à crier et à se plaindre et à tutoyer les policiers israéliens, parce que vous comprenez que c'est un vrai problème. Je veux dire, je ne vais pas tutoyer quelqu'un dans la rue en France que je ne connais pas. La réponse est on se connaît. Donc c'est vraiment, on va dire comme ça, si j'arrive en France et que je me comporte avec un policier français comme les gendarmes français se sont comportés avec les policiers israéliens, ça va mal finir. Et donc il y a une légère altercation, un des gendarmes se jette par terre, on l'aurait poussé, et ils sont arrêtés. Évidemment qu'ils sont arrêtés, ils sont arrêtés pour une demi-heure. Maintenant, quand tu es arrêté, la seule chose à faire, c'est de sortir ton passeport diplomatique, et tout de suite on te relâche. Donc immunité diplomatique, il n'y a rien à faire, tout de suite on te relâche, surtout avec toutes les sensibilités diplomatiques qui existent. Ça a pris une demi-heure jusqu'au moment où ils ont sorti leur passeport diplomatique, et donc après une demi-heure, ils ont été relâchés après avoir sorti leur passeport diplomatique. Évidemment, vous avez pris une demi-heure pour les relâcher, ça a mis du temps, etc., etc., etc. Donc évidemment, je raconte la version israélienne, mais que faire que la version israélienne dans ces cas-là est la version réelle des faits qui sont passés? Non, pourquoi au bout du compte, Barrot refuse de rentrer à l'intérieur de Léona en disant, il se fait un beau discours à l'entrée en disant que à partir du moment où les forces israéliennes sont rentrées, lui il refuse d'y rentrer parce qu'il n'accepte pas que les forces de sécurité israéliennes rentrent à l'intérieur. Et en fait, c'est la position officielle de la France. La position de la France est de dire que dans le domaine français en Terre Sainte, donc ces 4 endroits, les forces de sécurité israéliennes n'ont pas le droit de rentrer. Qu'en fait, c'est protégé comme un consulat ou comme une ambassade serait protégée. Vous connaissez que dans les ambassades et les consulats, les forces de sécurité locales n'ont pas le droit de rentrer sans la permission de l'ambassadeur, du consul, et c'est une sorte de terre, c'est une sorte d'endroit qui appartient au pays. Alors, ça appartient pas au pays, il faut bien comprendre, hein. C'est pas un territoire extraterritorial. C'est-à-dire que l'ambassade de France, allez, à Washington, ok, ou l'ambassade des États-Unis à Paris, ça change absolument rien. Dans l'ambassade des États-Unis à Paris, vous verrez là-bas des Marines qui sont là pour protéger. Ouais, des soldats américains, leur boulot c'est de protéger l'ambassade. C'est un des boulots. Maintenant, les policiers français et l'armée française ne peuvent pas rentrer dans l'ambassade américaine. Mais c'est pas que l'ambassade, elle appartient aux États-Unis ou c'est un morceau de territoire des États-Unis. Pas du tout. Des fois, les ambassades sont louées. Des fois, les ambassades, c'est un endroit qui est sous la propriété du pays qui a donc l'ambassade. Mais ça change absolument rien. La souveraineté est toujours celle du pays qui accueille. Seulement, il y a des accords dans lesquels le pays qui accueille fait des accords. On parle de l'accord de Vienne de 1961 qui a en fait pris une coutume qui existait déjà et qui l'a mis en règle, bien écrit, et tous les pays ont signé, qui dit comme quoi le pays qui accueille l'ambassade, il se rétracte de sa souveraineté et il ne va pas faire rentrer ses forces à l'intérieur, il ne va pas faire rentrer ses policiers ou son armée à l'intérieur de l'ambassade. Mais encore une fois, on parle d'un accord international. C'est pas du tout que l'ambassade ou le consulat est sous la souveraineté du pays. L'ambassade française n'est pas sous la souveraineté française, c'est toujours la souveraineté du pays qui l'accueille. C'est simplement que dans les accords, on lui accorde une immunité dans laquelle on rentre pas. En passant, cette immunité, c'est aussi, par exemple, sur les appartements. Disons que je suis ambassadeur d'Israël, je sais pas moi, en Italie, je jette un pays, hein, ça change rien. Je parle pas italien, donc je serai jamais ambassadeur, et en plus, je suis pas dans la diplomatie. Mais disons que j'arrive en Italie, mon appartement est protégé de la même manière que l'ambassade.
les policiers n'ont pas le droit de rentrer dans mon appartement. Non, mon appartement, il est loué. Demain, je loue un autre appartement. Et quand je loue l'ancien appartement, ils auront le droit de rentrer. Et le nouvel appartement, ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc, c'est pas une question de souveraineté, c'est une question vraiment d'accord que dans ces endroits-là, on ne rentre pas. Donc, pour les Français, si je reviens au domaine national, pour les Français, ces 4 endroits qui appartiennent au domaine national français, donc c'est des endroits vraiment historiques, vraiment importants pour la France, je vous conseille, on peut regarder chacun, il y a toute une histoire, comment ils sont arrivés en France, etc., sont en fait protégés par la même immunité, et donc il est interdit aux Français israéliens de rentrer, parce que s'ils rentrent, c'est comme s'ils rentrent à l'intérieur d'une ambassade, c'est comme s'ils rentrent à l'intérieur du consulat, c'est comme s'ils rentrent à l'intérieur de l'appartement ou de la maison de l'ambassadeur ou du consul, et donc c'est totalement interdit, et donc ça fait toute une histoire. En passant, Baron n'est pas le premier. On se rappelle tous de la visite de Chirac, il me semble que c'est en 1996, à Jérusalem, dans l'église de Sainte-Anne. Donc l'église de Sainte-Anne, comme j'ai expliqué, dans la vieille ville elle-même, proche de la porte des Lions, c'est avant le début de la Via Dolorosa. On a là-bas une très très belle église, il y a là-bas et en fait c'est un complexe, il n'y a pas seulement l'église, il y a là-bas un séminaire et des pères blancs, il y a là-bas les piscines de Bethsaida dans lesquelles Jésus aurait fait des miracles. Il y a là-bas une église, une superbe église, vraiment magnifique, qui date du Moyen-Âge, construite par les croisés en romanesque. Vraiment magnifique, un endroit à visiter, vraiment. Un très bel endroit à visiter. C'est tout un complexe qui appartient à la France. Et donc, il est d'usage que les présidents français en visite viennent faire une messe là-bas. Hollande aussi a eu la messe là-bas. Chirac en 1996 arrive et il commence à crier, à faire toute une histoire pour interdire, parce qu'il voit les forces de sécurité israéliennes qui rentrent à l'intérieur de l'endroit pour la protection, pour vérifier qu'il n'y ait pas un terroriste qui attend à l'intérieur. Et donc, il y a toute une histoire là-bas, où il commence à crier en anglais, etc. La même histoire arrive à Macron il y a quelques années. Macron visite Sainte-Anne, arrive à Sainte-Anne, exactement la même histoire. Il revient exactement sur ce qu'a fait Chirac, plus ou moins les mêmes mots. Il refuse de rentrer, je ne rentre pas à l'intérieur tant que les forces de sécurité israéliennes sont à l'intérieur, vous n'avez pas le droit de rentrer, etc. Donc c'est une position française classique de dire que dans le domaine national. Cette position française n'est pas juste au niveau du droit international, okay, parce qu'il n'y a pas d'immunité dans ces endroits-là. Ce qui se passe, c'est que jusqu'en 1920, il y avait des régimes de capitulation avec l'Empire ottoman, donc les Britanniques occupent le pays à partir de 1917, mais jusqu'en 1917, c'est l'Empire ottoman qui est sur place. Ils avaient des régimes de capitulation, c'est-à-dire des régimes dans lesquels l'Empire ottoman soustracte sa souveraineté sur certains endroits de Jérusalem, sur certaines lois, etc. Et donc, oui, il y avait une certaine immunité. En 1920, dans les accords de San Remo, donc c'est les mêmes accords qui désignent la Palestine pour un foyer national juif, et qui vont en gros créer le mandat britannique, dont le mandat C pour faire un foyer national juif. Donc dans ces mêmes accords, la France perd ces choses-là, perd son immunité, perd ces choses-là à Jérusalem et dans tout le pays en passant. Et donc tous ces vieux accords avec les Ottomans sont annulés, sont caducs. Ce que fait, c'est que la France, Aristide Briand, donc le célèbre ministre des Affaires étrangères français des années 20, va signer avec le Saint-Siège, c'est-à-dire avec le pape, des accords de protocole, des accords de protocole, dans lesquels il va dire, voilà, malgré le fait qu'on n'ait plus le rôle officiel de protecteur des chrétiens et qu'on n'ait plus ces endroits-là de manière officielle, etc., quand même, quand le consul arrive, il faut qu'il y ait toute une cérémonie, et cette cérémonie jusqu'à aujourd'hui arrive quand le consul de France arrive à Jérusalem, le consul qui est responsable, évidemment, détail très très important, le consul de France qui est responsable donc de ce domaine national, quand il arrive, il a tout un protocole, il arrive en uniforme, il est reçu par les différentes communautés, il arrive au Saint-Sépulcre, là-bas il fait un discours, de là il y a une marche jusqu'à Sainte-Anne, là-bas aussi un nouveau discours, une messe spéciale avec un Te-Deum, et il y a une prière spéciale pour la République française, etc., etc., etc. Donc c'est Aristide Briand qui va créer tout ça, qui va créer tout ce protocole. Aussi, certains des privilèges à la France restent dans ces domaines-là, par exemple, jusqu'au le privilège de ne pas payer de taxes. Par exemple, qui est un privilège qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui, qui a été fait avec les Ottomans, et que en 1920, le San Remo n'annule pas. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau légal. Non, ce que va dire la France, ce qui va se passer, c'est que
à la création de l'État d'Israël en 1948, il y a un échange de lettres entre Maurice Fisher. Maurice Fisher est le premier ambassade d'Israël en France. Avant même d'être ambassadeur, c'est le premier chef de mission, puis devient ambassadeur en 1949 de manière officielle. Maurice Fisher est en France, et il y a un échange de lettres avec les Français. On a besoin du soutien des Français en 1948-49. Il faut bien comprendre que la France était le principal allié d'Israël dans les années 50. Donc il y a un échange de lettres dans lequel Maurice Fisher s'engage au nom d'Israël de garder les privilèges de la France en Terre Sainte et de rien changer à ces privilèges, tout en disant comme quoi la France et Israël devront régler plus tard, faire des négociations, et pour régler de manière définitive c'est quoi exactement, quels sont les droits et devoirs de la France en Israël par rapport à tous ces endroits-là. Donc comme on voit. Et donc ce que va faire la France, elle va utiliser ces lettres, ce qu'on appelle les lettres de Maurice Fisher, elle va les utiliser pour prouver que les positions françaises et pour prouver que voilà, on a des privilèges et donc les forces israéliennes n'ont absolument pas le droit de rentrer à l'intérieur de ces endroits-là, de notre domaine national, donc de ces 4 endroits-là, parce que Israël elle-même s'est engagée à garder les privilèges. Oui, mais le problème c'est que ces privilèges ils ont été annulés en 1920. Mais de côté. Mais c'est la position de la France. Maintenant, ok, on peut être d'accord, je veux dire, au bout du compte, si la France demain décide avec Israël de faire des accords et que Israël accorde l'immunité diplomatique à ces endroits-là, c'est pas la fin du monde. Ok, c'est pas la fin du monde parce que à partir du moment où c'est clair et qu'il y a des accords, donc s'il se passe quelque chose à un ministre français en visite et qu'il rentre à l'intérieur de l'église de Paternoster et là-bas il se casse un pied, ou qu'il y a un gars qui lui prend un couteau et qui essaye de l'attaquer, Israël pourra dire, excuse-moi, c'est ton domaine, c'est à toi, tu as l'immunité à l'intérieur, tu as tellement demandé l'immunité, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui, et donc on est dans une sorte d'imbroglio et vraiment une sorte de limbo, comme qui dirait, par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est par rapport au domaine national. Maintenant, ces domaines nationaux, donc, ils dépendent du consul, et le consul de Jérusalem dépend du Quai d'Orsay. On va revenir au consul de Jérusalem, mais au consulat de Jérusalem, très important. Donc il dépend du Quai d'Orsay. Le problème, c'est qu'en France, on voit que le Quai d'Orsay est vraiment, et je ne veux pas dire antisémite, ok, parce qu'après on va me dire, oui, tu as dit qu'ils sont antisémites. Mais disons que la ligne du Quai d'Orsay n'est pas une ligne pro-israélienne, est une ligne vraiment pro-palestinienne. Et on voit ça avec les anciens ministres, et on voit ça avec les messages, etc. Alors, deux petits exemples. Hein. On a 2 anciens ministres, de gauche et de droite. J'ai Hubert Védrine et Villepin. Hubert Védrine et Villepin. Les 2 sont invités sur les plateaux pour diffuser leur bile sur Israël et pour vilipender Israël et de dire comme quoi Israël qui fait des massacres, etc., etc. Mais petit exemple, on a Hubert Védrine qui va signer une tribune dans Le Monde en accusant Israël d'apartheid, par exemple. Ce qui est d'un ridicule, vraiment. J'habite en Israël, c'est d'un ridicule plus total. En disant voilà que ce que fait Israël et les politiques d'Israël et les pratiques d'Israël en l'encontre des Palestiniens c'est un crime d'apartheid. On va voir par exemple Villepin qui va écrire en 2014 un papier dans le Figaro. Donc Védrine de gauche, Villepin de droite, n'est-ce pas? L'un il était du parti socialiste, l'autre de RPR, UMP. Et on a vraiment donc Villepin qui va écrire un papier dans le Figaro où il va dire comme quoi la sécurité d'Israël ne justifie qu'il n'y a aucun droit à la sécurité, ça n'existe pas, et que la sécurité d'Israël ne justifie absolument pas les massacres des Palestiniens et le génocide des Palestiniens et ce genre d'infamie et de totale bêtise. Vraiment, des papiers qui sont dit... Je suis vraiment désolé, mais pour moi, quelqu'un qui accuse Israël de génocide, c'est de l'antisémitisme. On parle vraiment de ce qu'on appelle en anglais blood libel. Okay, c'est d'accuser quelque chose de totalement faux, qui est totalement déconnecté de la réalité du terrain. Il y a une guerre. Et en plus, il écrit ça en 2014. C'est même pas qu'il écrit ça aujourd'hui, on parle de 2014. Il y avait des opérations militaires à Gaza, oui. Et il y a des civils qui ont été tués en 2014 aussi. Oui. Mais de parler de crimes de guerre et comme quoi le droit à la sécurité des Israéliens et les Israéliens n'ont pas le droit à la sécurité et qu'en fait tout ce qu'ils font c'est contre la paix et contre les Palestiniens, c'est des choses ridicules et vraiment qui montrent au bout du compte un fond antisémite.
et j'ai aucun problème à le dire. D'ailleurs, ils peuvent m'attaquer en justice. Bon, j'habite en Israël, donc je ne sais pas comment ils pourraient m'attaquer en justice, mais disons que je vis en France, ça ne me dérange absolument pas. Quelqu'un qui accuse de génocide Israël, quelqu'un qui accuse Israël de massacre et ce genre de choses, pour moi, c'est un antisémite qui accuse à tort. C'est exactement la même chose que de dire les juifs, ils égorgent des petits-enfants chrétiens à la Pâque juive pour préparer des matzot. C'est à ce point-là. Donc je reviens. Hubert Védrine aussi est un super copain. Il a écrit 5 atlas avec Pascal Boniface. Pascal Boniface, en passant, a été invité par le consulat de Jérusalem pour donner des conférences à Jérusalem et à Hébron en 2018. Et là, il était pris à partie dans l'aéroport de Tel Aviv, ce qui évidemment a donné, encore une fois, une bonne excuse pour le Quai d'Orsay de se plaindre, de dire c'est pas bien, nous, les Israéliens, ils exagèrent, ils ne protègent pas nos personnes. Mais le problème avec Pascal Boniface, on le connaît, c'est que Pascal Boniface, je vous conseille de regarder sur Wikipédia, Pascal Boniface, c'est pas le gars qui aime vraiment les Juifs et Israël, ok? Pour lui, toute critique, le fait de parler d'antisémitisme quand on critique Israël, le fait que je dise, par exemple, que c'est de l'antisémitisme de dire qu'Israël fait un génocide, pour lui, ça veut dire qu'en fait, c'est faux et que je vais utiliser l'antisémitisme comme chantage pour justifier tous les crimes d'Israël. Ok, c'est plus ou moins les idées de Pascal Boniface, évidemment, quelqu'un qui est connecté à la Russie, qui a des complaisances envers le Hezbollah, envers le Hamas. Vraiment, c'est ce genre de bonnes personnes qui parlent tout le temps d'islamophobie. On voit le type de personne que c'est. Donc on a ce Quai d'Orsay est vraiment, vraiment problématique. Le Quai d'Orsay a reconnu en 2010, c'était Bernard Kouchner à l'époque, donc juif de père, quelqu'un qui a priori n'est pas anti-israélien, c'est lui qui a fait en sorte que le chef de mission des Palestiniens en France ait le rang d'ambassadeur de Palestine en France, malgré qu'il n'y a pas encore d'État de Palestine. Peut-être il y aura, mais pour l'instant il n'y a pas. Maintenant, donc on a le Quai d'Orsay. Sous le Quai d'Orsay, comme j'ai expliqué, il y a le consulat de Jérusalem. On dit oui, mais logiquement, un consulat dépend de l'ambassade présente. C'est-à-dire que par exemple, le consulat d'Israël à Paris ou à Marseille ou n'importe où en France dépend, le patron du consul, c'est l'ambassade d'Israël en France, pas en Israël. En Israël, ou plus exactement à Jérusalem, puisque Jérusalem, d'après la France, n'est pas Israël, le consul de France à Jérusalem dépend directement du Quai d'Orsay. Il ne dépend pas de l'ambassade de l'ambassadeur de France en Israël, mais il dépend directement du Quai d'Orsay et il est envoyé directement par le Quai d'Orsay. Et il a quelques autres particularités. Donc à part le fait qu'il dépend directement du Quai d'Orsay, il a plusieurs fonctions. Logiquement, dans tout pays du monde, la fonction consulaire est très claire. Tu as un consul, son boulot, c'est pas de représenter le pays, mais c'est surtout de fonctionner comme un fonctionnaire, comme l'état civil local, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, je suis israélien, je suis en France, et je veux faire mes papiers, je veux avoir ma carte d'identité, je veux préparer un nouveau passeport, ce genre de choses. C'est le boulot du consulat. C'est un boulot du consulat, et c'est pour ça que souvent on va avoir une ambassade dans la capitale, et des consulats qui vont être un peu partout dans le pays, qui vont représenter Israël du fait qu'ils sont là, ok, ou le pays, pas seulement Israël, ça marche pour tous les pays. C'est-à-dire que le consul, je donne Israël en exemple parce que c'est le plus facile. J'ai un ami qui est consul d'Israël à Chicago, donc il va aussi représenter Israël dans son coin Chicago. Il va être l'envoyé, si vous voulez, une sorte de succursale de l'ambassade. Mais au bout du compte, il dépend de l'ambassade. Et son vrai boulot son premier travail de consuleur, c'est donc les papiers, les passeports, etc. Mais pas le consul de France à Jérusalem. Le consul de France à Jérusalem, le consulat de France à Jérusalem fait ça aussi. Évidemment, ils font ça aussi. Mais d'abord, ils font ça que pour les gens qui sont sous leur juridiction. Quelle est la juridiction du consulat de Jérusalem? C'est les territoires, la Judée-Samarie ou la Cisjordanie, comme vous voulez, donc c'est-à-dire les territoires qui appartiennent à la Jordanie entre 1949 et 1967, qui sont composés donc de la Judée, de la Samarie, de la vallée du Jourdain et du désert judée. L'israélien, pour nous, c'est trop long de dire, donc on dit Judée-Samarie, j'en ai déjà parlé. De la bande du Gaza, donc le consul est aussi responsable de Jérusalem, responsable de la bande de Gaza qui est de l'autre côté du pays, et de Jérusalem elle-même, puisque la France ne reconnaît pas Jérusalem comme faisant partie d'Israël. Non. Alors là, il y a un petit problème. D'abord, pourquoi la France ne reconnaît pas Jérusalem comme faisant partie d'Israël?
La France ne reconnaît pas Jérusalem comme faisant partie d'Israël parce qu'elle dit, voilà, en 1947 a été voté à l'ONU un plan de partage. D'après ce plan de partage, il devait avoir un État palestinien arabe, un État palestinien juif, et Jérusalem, incluant Bethléem au sud, ils étaient censés être un corpus separatum, c'est-à-dire un corps à part, directement sous la responsabilité de l'ONU. Le fait est que la guerre, ça s'est pas passé comme ça du tout, et que la ville de Jérusalem était divisée en deux, entre l'ouest pour les Israéliens, le nord, le sud et l'est pour les Jordaniens, avec la Judée-Samarie, et au bout du compte, en 1967, Israël a tout conquis, récupéré, libéré, occupé, on s'en fout comment on dit ça. Mais dans tous les cas, le fait est que le plan de 47 est totalement caduque, il n'a pas de valeur légale, puisque c'est pas le premier plan de partage, c'est pas le dernier plan de partage. Et comme les autres plans de partage, il a été refusé par le côté arabe. En passant, le plan a été proposé le 29 novembre 47, et exactement dans la même nuit, la guerre a commencé, la guerre d'indépendance d'Israël, la guerre entre 47 et 49, la première guerre israélo-arabe. C'était pas la première fois que des Arabes et des Juifs se tapent, hein, évidemment, mais la première guerre officielle a commencé vraiment par une guerre civile entre Juifs et Arabes le 29 novembre 1947, juste après le vote du partage, parce que les Arabes ont refusé et ils ont attaqué un autobus juif qui voyageait vers Jérusalem. Donc on a vraiment, cette idée, c'est un plan caduc. Donc la France dit, je ne reconnais pas Jérusalem comme faisant partie d'Israël à cause du plan de 47, et parce que d'après le plan de 47, c'était censé être un corpus separatum, c'était censé être à l'ONU. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait un accord entre les Palestiniens et les Israéliens. Et là, d'après ce qu'ils décident ensemble, d'après l'accord qu'il y a, il y aura un partage a priori donc de Jérusalem. Et si, quand Jérusalem sera aussi la capitale, et Jérusalem Est sera la capitale de la Palestine, eh ben on reconnaîtra peut-être Jérusalem Ouest comme la capitale d'Israël. En attendant, on ne reconnaît absolument pas Jérusalem comme la capitale d'Israël. Non, on ne parle pas de Jérusalem Est, on ne parle pas des territoires qui ont été occupés, libérés, comme vous voulez, en 1967. On parle vraiment de tout Jérusalem. Maintenant, tout Jérusalem d'après quoi? D'après quelles frontières? Qu'est-ce qui décide qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem ou pas Jérusalem? Parce que les frontières municipales de Jérusalem, elles ont bien changé depuis. En 1940, avant l'indépendance, avant 47-48, c'était pas les mêmes qu'entre 48, 49 et 67. Et après 67, ça a été changé dans les années 80, etc. Donc les limites municipales changent. Est-ce que le consulat va prendre en compte les limites municipales ou va prendre en compte le corpus separatum? Alors là, c'est une bonne question, parce que quand je vais regarder sur leur site, des fois ils me disent comme ça, des fois ils me disent comme ça. Sur place, a priori, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent en compte les limites municipales de Jérusalem que Israël a fixées. Et donc, si demain, Israël fixe d'autres limites municipales, d'après cela, la France ne va pas reconnaître ce qui appartient au territoire souverain d'Israël ou ce qui appartient pas au territoire souverain d'Israël. À part ça, tu ne peux pas me dire, il y a une telle illogique dans cette position. Pourquoi reconnaître d'après les frontières de 49? C'est pas des frontières, d'après la ligne de cessez-le-feu de 49, donc de 49 à 67. Si tu prends en compte qu'il y a eu un plan de partage et que le plan de partage prévoit qu'il y a un État arabe, ok? Je vais appeler ça un État palestinien pour faire plus clair. À l'époque, on ne parlait pas d'État palestinien, on parlait d'État arabe, mais pour faire plus clair. Un État palestinien. Et tu me dis, ok, comme le plan de partage a prévu un État palestinien, je refuse de reconnaître, de reconnaître Jérusalem ou la Judée-Samarie parce que c'est censé pour le... Mais pourquoi d'après ces lignes de cessez-le-feu qu'Israël elle-même a fixé avec les Jordaniens ou avec les Égyptiens dans le sud, qui ne correspondent pas du tout aux lignes du plan de partage de 47. Pourquoi les limites de Jérusalem, telles que Israël les a fixées, ou d'après le corpus séparatum, toute cette position est totalement illogique. Totalement illogique. Parce qu'en fait, c'est où tu reconnais, si tu fais d'après ce qu'Israël a décidé, donc au bout du compte, tu peux pas me dire, ok, je fais d'après le plan de partage. Et pourquoi tu ferais d'après ce qu'Israël a décidé? Si demain Israël décide de diviser en deux les limites municipales de Jérusalem et que maintenant, je sais pas moi, par exemple, de sortir de certains quartiers de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, ce qui est fort possible en passant. Ok, à Jérusalem, on a énormément de quartiers excentrés qui font partie des limites municipales de la ville, mais qu'en fait, ils sont totalement déconnectés de la ville. Ok, il faut prendre une route pour y arriver, c'est un peu déconnecté. Vous avez par exemple Pisgat Zev dans le nord, où il y a 60 000 habitants qui pourraient très bien se séparer de la ville et avoir leur propre ville. Donc dans ce cas-là, la France ne reconnaîtra pas parce que c'est, on va dire, c'est vraiment, c'est au-delà de la ligne verte. Mais disons, demain, Bet Hakerem, qui est un petit village qui
jusqu'à quelques années, ne faisait pas partie de Jérusalem, et donc pour les Français faisait, oui, partie d'Israël, et aujourd'hui fait partie de Jérusalem, et donc pour les Français, il y a une vraie illogique dans cette position. Et donc, le consul de Jérusalem, le consulat de Jérusalem, s'occupe des problèmes de consulat par rapport aux gens qui habitent dans les territoires sur lesquels il est responsable, qui est aussi sa juridiction est logique. La deuxième chose, très importante, et je reviens sur l'illogisme de la position française, c'est que c'est lui le représentant officiel de la France pour l'autorité palestinienne. Donc comme les Palestiniens ont un ambassadeur en France, l'ambassadeur de France en Palestine, alors il n'y a pas de Palestine, donc ça va être le consul qui va le faire, et qui serait censé devenir le prochain ambassadeur en Palestine. Donc par exemple, il va rencontrer les officiels palestiniens, il va représenter la France, il va être présent partout. Quand ils invitent, par exemple, Pascal Boniface, il invite à donner des conférences, pas en Israël, mais dans les territoires palestiniens, à Hébron, à Ramallah. Je ne sais pas ils n'ont pas invité à Ramallah, mais ils auraient pu inviter à Ramallah. Et c'est dans ces endroits-là. Il est responsable du centre français de Ramallah et de Hébron, etc. Et donc le consul, en fait, c'est l'ambassadeur de France, même s'il n'a pas le titre d'ambassadeur, pour l'autorité palestinienne, pour ce petit, on va dire, ce qui se passe en Judée et Samarie, en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem. Ce qui est encore une fois du néologisme, parce que tu ne reconnais pas Jérusalem comme faisant partie d'Israël. Et donc tu refuses que l'ambassadeur de France soit à Jérusalem, et c'est la raison pour laquelle l'ambassade de France est à Tel Aviv, et pas à Jérusalem. Mais par contre, quand c'est pour les Palestiniens, et pour l'autorité palestinienne, oui, Jérusalem fait partie de la Palestine, et donc le consul responsable, qui en fait joue l'ambassadeur, et qui a les mêmes fonctions que l'ambassadeur, qui signe des accords avec les Palestiniens. Je peux vous amener 10 000 photos où on voit en train de signer des accords avec les Palestiniens, signer des traités, etc., etc. Alors là, oui, il peut être basé à Jérusalem. Non seulement à Jérusalem, mais le plus rigolo, c'est que le consulat, il n'est pas dans Jérusalem-Est, dans les territoires qui appartenaient à la Jordanie avant 67. Il est à côté du King David, de l'hôtel King David. Il n'y a pas plus l'ouest que ça. C'est vraiment les beaux quartiers ouest de Jérusalem. C'est du côté ouest, c'est dans la rue Émile Botta. C'était un des consuls au 19e siècle. Et vraiment, il est du côté ouest. Donc, on a un consulat qui se trouve du côté de la partie de Jérusalem, juive de la partie de Jérusalem. Pas la partie arabe de Jérusalem, vraiment la partie juive de Jérusalem, et qui est en fait l'ambassadeur pour les Palestiniens. Donc, c'est-à-dire que la France, d'une certaine manière, reconnaît, et qui est responsable pour tous les Palestiniens, en Jérusalem-Est aussi. Je peux vous sortir par exemple un tweet, on ne dit plus un tweet, un X, d'il y a quelques semaines, où l'ambassadeur va visiter un endroit où, évidemment, là, le consulat a donné de l'argent pour aider par les Palestiniens, et a marqué de manière très claire pour soutenir l'identité des Palestiniens à Jérusalem et pour la résilience palestinienne. La résilience palestinienne, le mot utilisé, c'est tsumud. C'est le mot utilisé dans la version arabe de ce qui écrit le consulat, c'est traduit en français résilience. Tsumud est un concept de base dans l'identité palestinienne, plus que ça, dans l'identité palestinienne contre Israël. Tsumud, c'est le fait de s'accrocher au territoire, de ne rien lâcher. C'est vraiment un concept très important dans le narratif palestinien anti-israélien. Vraiment très important. Le fait qu'ils viennent, ces colons arrivent et ils viennent nous récupérer, ils veulent nous enlever d'ici, ils veulent nous chasser. Et nous, on s'accroche à notre terre et à notre identité et à nos pierres, le tsumud. Et c'est un concept très très important dans le narratif palestinien. C'est pas juste un mot. C'est pas juste un concept. Donc là, on voit le consul et le consulat qui se félicitent donc de la résilience, donc de ce tsumud des Palestiniens à Jérusalem-Est, et qui va donner de l'argent pour soutenir l'identité palestinienne à Jérusalem. Donc on a vraiment cette idée d'ambassadeur de France pour la Palestine, pour les Palestiniens, pour l'autorité palestinienne, qui va être responsable de tout ce qui se passe dans les autorités palestiniennes. Évidemment, plus que ça, l'exemple que j'ai donné là de ce X et de ce tweet est un exemple. On verra que dans tous les exemples et partout, le consulat va tout faire pour soutenir au maximum, tant au niveau politique, tant au niveau de l'argent qu'ils vont distribuer
par le Fonds de développement de la France et par d'autres organisations françaises et par les ministères français, etc., au maximum vont soutenir la cause palestinienne contre Israël, la cause palestinienne. Donc ça veut dire, c'est de donner de l'argent aux organisations israéliennes d'extrême gauche. Je parle d'organisations qui sont décriées en Israël et qui sont considérées comme antisionistes et qui aujourd'hui, en tant qu'Israéliens, parlent de massacres, parlent de ce genre de choses. En passant, si on parle de massacre, le Barreau vient de distribuer un prix à un film qui s'appelle No Other Land, qui est par un gars qui s'appelle Yuval Avraham, un Israélien, et un Palestinien, Bassel Adra. Et tout le but du film est de montrer les pauvres Palestiniens qui ont détruit les maisons, etc., etc. Ce gars-là, Yuval Abraham, donc israélien de base, n'a pas parlé, il a reçu un prix aussi à Berlin, n'a absolument pas parlé du 7 octobre, n'a absolument pas parlé des otages, et considère que ce que fait Israël à Gaza sont des crimes de guerre, etc. On connaît le refrain. Donc on a vraiment, et donc Barreau qui va leur donner un prix, etc. C'était il y a quelques semaines à Paris. On a vraiment, donc pour revenir au consulat, désolé j'ai fait un aparté, pour revenir au consulat, donc le consulat, la même chose. Il va distribuer de l'argent aux organisations les plus extrémistes israéliens, les plus extrême gauche, qui sont antisionistes, qui sont, etc. Il va distribuer de l'argent aux organisations palestiniennes, dont des organisations qui vont soutenir BDS. Enfin, toutes les organisations palestiniennes vont soutenir le boycott. Il y a pas de... Mais des organisations palestiniennes qui vont qui vont agir dans ce sens-là. Il va y avoir des organisations palestiniennes qui ont reçu de l'argent. Alors, je ne dis pas au présent parce que je ne veux pas accuser les choses à tort, ok? Même si ça ne m'étonnerait pas que ça existe aussi au présent. Mais au passé, on avait des organisations qui étaient reliées à des organisations terroristes et qui ont reçu de l'argent par le consulat. Et évidemment, tout ce qui concerne l'identité palestinienne, tout ce qui concerne... Donc on a vraiment le consulat est un des facteurs de la cause palestinienne à Jérusalem et dans le reste des territoires. Dans le reste des territoires, je me dis, ok, mais même à Jérusalem même. Le consulat, à part peut-être le centre français, le centre où il y a une sorte de petite bibliothèque avec quelques... ne s'occupe pas des Juifs. Je veux dire, c'est pas... je peux pas demander de l'argent au consulat pour soutenir l'identité juive de Jérusalem dans le quartier où j'habite à Jérusalem-Ouest. Non, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas les intéresser et ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour soutenir la cause palestinienne. Donc déjà, on a ces deux fonctions-là. Troisième chose, ou quatrième, j'ai oublié de compter, on a le fait que le consulat est responsable, donc c'est le domaine national dont j'ai déjà parlé. Donc ces quatre endroits-là, c'est le consulat qui est responsable. Maintenant, une des raisons pour lesquelles les Français ne sont pas prêts aussi à rentrer dans ces endroits-là, c'est à cause de... Parce que dans la vision française, si Israël n'est pas le souverain sur l'endroit, donc les Français n'ont pas le droit d'être le souverain, c'est le seul qui peut entrer partout. Si Israël n'a pas souveraineté sur cet endroit et ces endroits appartiennent à la France, donc la France ne peut pas permettre à Israël de rentrer à l'intérieur parce que ça veut dire que la France accepterait la souveraineté israélienne sur ces endroits-là. Personne ne l'a dit ça de manière officielle, mais on pourrait comprendre les choses comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on voit par exemple qu'à Abu Ghosh, qui est vraiment en Israël reconnu par la France comme territoire souverain israélien, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais aucun problème. Les soldats israéliens y passent, ça fait partie de leur visite vraiment. En Israël, quand on fait le service militaire, toutes les 2-3 semaines, on a le dimanche, on rentre à l'armée. Il n'y a pas de dimanche en Israël, on a le samedi. On rentre à la matinée dimanche et on a une journée de culture. Ça peut être un concert, mais c'est surtout des visites. On va faire des visites, on va visiter les sites de combat, on va visiter les sites importants d'Israël, on va visiter des fouilles archéologiques. Des fois, on peut aller on peut aller, par exemple, voir une pièce de théâtre ou ce genre de choses, mais c'est vraiment important, c'est de dire comme quoi les soldats, avant de rentrer à la base, et une fois toutes les 2-3 semaines, c'est surtout pour les soldats combattants, qu'ils aient une journée de culture un peu, qu'ils aient un peu de culture G, qu'ils apprennent un peu. Le concept à l'armée israélienne désolé, je vais le dire en araméen, safra et saifa, donc du livre et de l'épée, c'est le fait qu'on ne peut pas tenir son épée si on n'a pas le livre dans la main et qu'on n'a pas une éducation. Et donc c'est très important pour les soldats combattants de les amener, de leur apprendre des nouvelles choses, etc. Un des endroits que les soldats visitent, ok, que j'ai visité moi-même plusieurs fois, c'est le monastère de Abu Ghosh.
le monastère de Abu Ghosh. Là-bas, il y a le père Olivier, c'est un des pères bénédictins qui reçoit qui reçoit les Israéliens, qui a pris lui-même la citoyenneté israélienne il y a quelques années, qui est devenu citoyen israélien, qui adore les soldats, qui parle, il a un hébreu parfait, et c'est un endroit qui accueille super bien les Israéliens parce que c'est vraiment en Israël. Par contre, vous avez d'un autre côté le tombeau des rois. Le tombeau des rois, qui est un endroit juif à l'origine, qui a été acheté par les frères Pérer en 1878 pour la communauté juive, de manière très claire, pour pas d'autres, et consacré par le grand rabbin de France, le grand rabbin du consistoire, en disant très bien cet endroit c'est pour les juifs et pas pour les autres, et ça doit être... Le tombeau des rois, et en fait c'est les tombeaux de la reine Hélène d'Adiébène. Adiébène était un royaume au 1er siècle, dont la famille royale s'est convertie au judaïsme, et la mère, la reine Hélène, est venue habiter à Jérusalem. C'est le seul royaume qui a aidé les Juifs pendant la grande révolte entre 66 et 71 contre les Romains. Ils ont envoyé des soldats depuis Adiébène. Alors Adiébène, c'est plus ou moins aujourd'hui le Kurdistan. Les relations, c'est pas d'hier que les relations entre le Kurdistan et Israël sont bonnes. Et on a toujours eu des très bonnes relations entre les Kurdes et les Juifs. C'est un des seuls endroits où les Juifs ont pu vivre sans pogrom et de la meilleure manière possible. Vraiment, les Kurdes et les Juifs, toujours, c'est une vieille histoire, et ça date de cette époque-là. Et donc, on a cette reine d'Adiébène, on a son tombeau, c'est le tombeau de sa famille, de ses enfants, qui a été acheté par les frères Pérer, consacré par le grand rabbin de France pour les Juifs, et aujourd'hui, ça fait partie du consulat, ça fait partie du domaine national géré par le consulat. On a le droit de visiter, toute personne a le droit de passer dans les Juifs, de visiter que 2 fois par semaine, pendant 4 heures à chaque fois, c'est de 9h à 1h de l'après-midi. Il faut commander à l'avance et il faut payer. Et ce qui est totalement contraire à ce que voulaient les frères Pérer, qui ont donné ça au consul de France à Jérusalem, tout simplement pour le garder, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun moyen que les Juifs puissent acheter un territoire, puissent acheter un morceau de terre comme ça. Donc ça donnait, d'un côté, ça permet aussi de préserver l'endroit. Je pense que si les Juifs avaient acheté, après ça serait devenu la Jordanie, les Jordaniens, ils auraient tout détruit, parce que c'est un endroit juif. Mais au bout du compte, cet endroit n'est pas accessible pour les Juifs aujourd'hui. Plus que ça, au début des années 2000, le consulat avait là-bas donné l'endroit à une organisation palestinienne qui s'appelait Yevous, qui était une organisation, évidemment, pro-palestinienne, qui soutient le BDS et tous ces gens-là. Donc enfin, on a plusieurs rôles du consulat qui, aucun d'entre eux ne correspond à un rôle de consul normal. Et on a un total illogisme par rapport à ça. On a un consul qui a une juridiction, un consulat qui a un domaine de juridiction problématique et illogique, qui représente la France de manière illogique alors qu'il est à Jérusalem ouest. Et que, si tu ne reconnais pas Jérusalem comme faisant partie d'Israël, pourquoi tu la reconnais, oui, comme faisant partie de la Palestine? Je veux dire, il y a tellement de ridicules qui fait tout pour servir la cause palestinienne. Et j'oubliais évidemment, très important, le rôle de protecteur. Le consul est de manière officielle pour le Quai d'Orsay le rôle de protecteur des communautés chrétiennes. Donc il y a 52 communautés chrétiennes à Jérusalem et en Terre Sainte, dont le consul est officiellement le protecteur pour leur parler et pour les aider, etc. On parle de communautés françaises. À part les 4 domaines dont j'ai parlé, à part les communautés qui sont dans les 4 domaines, le consul est obligatoirement catholique, puisque comme j'en ai parlé, il y a tout un protocole où il doit rentrer à l'église, etc. Donc il n'y a qu'un catholique qui peut faire ça, donc le consul sera toujours catholique. Ce qui est un peu bizarre quand on connaît la séparation entre l'église et l'État en France. Donc en fait, au bout du compte, on a une sorte d'illogisme et une vraie exception, on va dire, à la française, de ce consulat de France à Jérusalem, sur tous ces plans-là, sur tous ces domaines-là. Comment réagit Israël par rapport à tout cela? Donc, il faut bien comprendre. Le grand problème des Israéliens, et ça je fais une critique d'Israël, c'est qu'elle n'est pas présente. Israël n'est pas présente sur le terrain, ni à Jérusalem, malgré que c'est vraiment le consulat, il y a on va dire à peu près 1,5 km du Premier ministre, etc. Même, je pense que du bureau de la résidence du Premier ministre, ça doit être dans les 500-700 mètres. C'est à peu près la distance entre Balfour et Émile Botta. Donc on est vraiment... Israël ne fait pas grand-chose. Donc d'abord,
je vais commencer par ce qui se passe à Jérusalem, même en Israël. Israël vient de faire une loi à la Knesset qui interdit de créer de nouveaux consulats qui seront comme le consulat français. Donc en fait, la loi dit comme quoi, on parle d'une loi fondamentale, c'est en fait une rédaction de la loi, un changement dans la loi fondamentale qui s'appelle la loi fondamentale sur Jérusalem, qui a été fait dans les années 80 et qui a déclaré Jérusalem comme capitale d'Israël. En Israël, on n'a pas de constitution. Ce qu'on a, on a des lois fondamentales qui sont votées exactement comme une loi normale à la Knesset. C'est juste qu'on appelle ça loi fondamentale. C'est toute une autre histoire. Ça sera pour un nouvel épisode peut-être sur le système en Israël, sur le système constitutionnel et juridique en Israël, qui est, on va dire, d'après à mon humble opinion, légèrement problématique. Mais dans tous les cas, on en reparlera. Mais on parle maintenant d'une loi fondamentale sur Jérusalem et qui dit quoi? Qu'il n'y aura pas ne sera pas établi à Jérusalem de nouveaux consulats qui donneront des services aux Palestiniens, aux gens qui ne sont pas israéliens. Ok? Donc en gros, ce que fait Israël, c'est qu'elle a fait une loi pour empêcher les Américains, parce que les Américains voulaient faire un consulat à Jérusalem, Biden voulait faire un consulat à Jérusalem, il y avait un projet comme ça, de faire un consulat à Jérusalem qui servirait la population palestinienne, exactement comme le consulat de France sert la population palestinienne. Il y a d'autres fonctions, le consulat de France, mais de faire exactement la même chose. Donc il y a une loi. Non, ce que ne fait pas la loi, c'est qu'elle n'interdit pas dans le passé. Alors peut-être que les Israéliens, que le gouvernement israélien a demandé à la Knesset de ne pas se mouiller pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire des histoires. À mon humble opinion, c'est une erreur, tout simplement parce que, en fait, on permet et on laisse la situation et qu'on n'ose pas agir contre ce qui se passe. Alors qu'on pourrait faire différentes choses. En passant, Israël n'est pas obligé maintenant de faire passer une loi qui interdit au consulat de fonctionner. On a d'autres moyens d'agir. Par exemple, il y a quelques mois, le consulat, une ministre en Espagne a déclaré From the river to the sea, Palestine will be free. Donc de la rivière, c'est en fait un appel à la destruction de l'État d'Israël. Ce qu'a fait le ministre des Affaires étrangères israélien, à l'époque c'était Katz, qui est aujourd'hui le ministre de la Défense, il a décidé d'interdire aux consuls de donner des services aux Palestiniens, aux consuls d'Espagne à Jérusalem. On peut faire exactement la même chose. Il y a dans l'arsenal de l'exécutif, donc du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Premier ministre, du ministère de la Défense en Israël, il y a énormément d'outils qui permettront d'empêcher et de mettre des bâtons dans les roues dans les actions du consulat. Par exemple, demain, on peut leur dire « vous n'avez pas le droit de verser de l'argent à telle et telle organisation ». On peut demain les empêcher de passer dans les territoires palestiniens. On peut demain décider que si le consul exagère, il sera persona non grata. Il y a 10 000 possibilités, de petites choses jusqu'aux grandes choses qui feront des grands scandales avec la France. En passant, on parle vraiment d'un consulat qui est problématique. Un truc que j'ai oublié, évidemment, je parle de direct, donc des fois j'oublie des petits détails, mais là, ce n'est pas un petit détail. C'est le fait que dans le consulat, dans le passé, alors je ne parle pas d'aujourd'hui, mais je parle dans le passé, il y a un nombre de gens du consulat, de travailleurs de consulat qui ont été attrapés en train de faire des choses interdites. On a eu des travailleurs dans le consulat, des gens qui travaillaient dans le consulat, des fonctionnaires des consulats, qui allaient dans des manifestations d'anarchistes, qui ont attaqué des soldats israéliens, qui ont jeté des pierres sur les soldats israéliens. On a eu un chauffeur du consulat qui a été attrapé pour fait de terrorisme, qui faisait passer des armes et de l'argent entre Gaza et la Cisjordanie. Alors, les autorités françaises ont fait tout ce qu'il faut. Tout de suite, ils ont collaboré, il n'y a aucun problème avec ça. Dès qu'on l'a attrapé, ils ont tout de suite collaboré, ils ont tout de suite enlevé l'immunité l'immunité diplomatique. À ce point-là, ce n'est pas le problème. Évidemment, je ne pense pas que la France veut soutenir le terrorisme et dire oui, on veut des terroristes. Je ne pense absolument pas que le consul soutient le terrorisme. Ce n'est pas le problème. Mais oui, on a un problème que ce consulat, en fait, au niveau diplomatique, est vraiment un problème pour Israël et fait énormément de mal en Israël et donne énormément de mal pour la cause palestinienne et tout sauf objectif, alors que la France, si elle dit qu'elle ne reconnaît pas Jérusalem comme faisant partie d'Israël parce qu'elle avait trop objectif, dans ce cas-là, vraiment, elle rate, et la mission est ratée, on va dire. Donc il y a énormément d'outils dans l'arsenal de l'exécutif israélien avant même d'arriver à une loi. Et après, on a notamment la possibilité de faire une loi. Donc on a énormément de choses à faire à Jérusalem. Deuxième chose par rapport à ce qui se passe en France et le Quai d'Orsay, etc. Donc on a dit le Quai d'Orsay a une position anti-israélienne classique, traditionnelle. Mais la France, Israël ne parle pas en France. Il n'y a pas d'Israéliens qui parlent en France.
on a un vrai problème de communication en France. Donc d'abord, en France, on a énormément de possibilités de changer l'opinion publique en France et de changer la position française de base et de la rendre un peu plus, on va dire, objectif vers Israël et un peu moins pro-palestinienne. Ok, ça c'est à mon opinion. Quelqu'un dira d'autres, oui, de le rendre pro-israélienne et les pauvres palestiniens. Mais en tout cas, moi je suis israélien, ce que je veux c'est que la France soit au maximum et qu'on revienne même aux idées, à la grande alliance qu'on avait dans les années 50 avec la France, quand Israël n'aurait pas pu survivre dans les années 50 sans l'aide de la France, et ça je le dis de manière très claire. Donc même si on revient à ces choses-là, on a aujourd'hui en France un vrai changement. Ce vrai changement, peut-être, c'est à cause des grands traumatismes, des grands attentats. Et, que ce soit Otsara Torah, que ce soit Charlie Hebdo hyper cacher, que ce soit le Bataclan, que ce soit Nice. On a un traumatisme en France, des Français peut-être nous comprennent un peu et comprennent ce que c'est le terrorisme islamique fanatique qui vient tuer au nom de l'islam et au nom de Mohamed. On a en France énormément de juifs qui se sentent encore juifs, qui ont encore l'identité juive présente. Okay, même si je ne dis pas qu'ils sont religieux et qu'ils vont faire Shabbat et manger kasher, mais qui ont encore l'identité juive présente dans les médias, dans l'académie, chez les intellectuels, dans la presse, un peu partout, et qui peuvent parler. Aujourd'hui, quand un journaliste ou quelqu'un des médias ou un acteur parle de manière pro-israélienne, c'est acceptable. C'est quelque chose qui est acceptable en France. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on a les amis des juifs qui ne sont pas juifs et qui vont parler, et c'est aussi acceptable. On aura énormément d'acteurs non juifs, de professionnels de différents. On va parler des élites, si vous voulez, françaises. On peut être pro-israélien, pro-juif, et c'est totalement acceptable. Donc vraiment, on a un vrai changement. Et même quand on regarde dans l'opinion publique française, le CRIF avec l'IFOP, on fait en juin dernier un sondage sur l'opinion française, sur l'opinion des Français par rapport à Israël. Et on voit que la sympathie des Français pour les Israéliens est plus grande que évidemment la sympathie pour le Hamas, que la sympathie pour l'État d'Israël est plus grande que pour la sympathie pour l'autorité palestinienne, par exemple. Donc on a un vrai changement de l'opinion publique française qui devient de plus en plus pro-israélien avec le temps. Alors évidemment, après le 7 octobre, c'était beaucoup plus que ce qui était en juin. Mais même en juin, les chiffres sont assez grands. On a plus que pratiquement 60% de la population française qui a de la sympathie pour les Israéliens. Donc on a une possibilité. Le problème, c'est qu'Israël n'a pas fait grand-chose. Israël n'est pas un acteur présent en France au niveau de ce qu'on appelle en hébreu la hasbara. Tout le monde pense que la hasbara, c'est une sorte de propagande. Moi, ça ne me dérange pas qu'on appelle ça de la propagande. Ce n'est pas de la propagande. La hasbara, en hébreu, ça veut dire de l'explication, c'est de donner notre point de vue, d'expliquer notre narratif, d'être présent sur place et de donner notre opinion et d'expliquer les choses. Hasbara, ça veut dire explication. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux nouvelles ambassades, on n'avait pas d'ambassadeur qui parlait en français. On avait Yossi Gal, qui avait un français qui était pas super bon. On avait Benoun, Alisa Benoun, qui était une femme ambassadeur, ce qui est très bien, mais que le français n'était pas top. Je n'ai pas trouvé sur Internet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais je n'ai pas trouvé d'interview sur la télé française de Yossi Gal. J'ai trouvé 3 interviews de Alisa Benoun, les 3 avec vraiment un français qui n'est pas top. Ensuite, pendant 1 an, pratiquement, il n'y a pas eu d'ambassadeur. Et ensuite, Lapid, donc, qui était à l'époque Lapid et Bennett, pendant le gouvernement Lapid et Bennett, ils ont fait rentrer ici une ambassadrice qui s'appelait Yael German. Yael German, qui est du parti donc, de Yair Lapid, une ancienne du parti d'extrême gauche Meretz, et qui est devenue ambassadrice d'Israël en France. Yael German ne parle pas le français. Donc, j'ai trouvé un interview de Yael German en anglais. On comprend tous que si on ne parle pas le français, on ne peut pas vraiment être ambassadeur en France. Si on ne parle pas le français, le travail d'ambassadeur devient un travail qui est totalement protocolaire. Il faut que l'ambassadeur puisse parler à la population française. La deuxième chose, c'est que l'ambassadeur doit aussi comprendre que son travail, c'est pas seulement maintenant les relations entre la République française et l'État d'Israël, mais la relation avec le public français. Après Yael German a démissionné avec le nouveau gouvernement qui est entré en Israël en décembre 2022. Pendant 6 mois, 1 an, il n'y avait pas d'ambassadeur. Et maintenant, il y a un nouvel ambassadeur qui s'appelle Yoshua Zarka et qui parle un très bon français. Il a grandi en France. Il a quitté la France quand il avait une dizaine d'années.
Et là, le 15 novembre, j'ai fait toutes mes recherches, parce que j'ai écrit un papier en hébreu. Tout ce que je vous dis, c'est un papier que j'ai écrit en hébreu avec tous les référents, hein, c'est des meilleures explications, etc., tous les chiffres exacts. Le papier quand j'ai écrit mon papier en hébreu, je l'ai écrit le 15, et j'ai vu que la veille, l'avant-veille et la veille d'avant, donc 3 jours d'affilée, tous les jours un autre interview dans une chaîne d'information publique en France importante, que ce soit Europe 1, RMC, BFM TV, etc. Tous les jours un interview. Donc on voit quelqu'un qui vient et qui parle à la population française en français de manière qu'ils comprennent, qui peut répondre facilement et rapidement aux questions, même aux questions difficiles. Donc je pense et j'espère qu'il y a un vrai changement parce qu'Israël doit parler avec la population française et je suis sûr qu'en parlant avec la population française, on peut changer les choses et la population française fera la pression sur le gouvernement français. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Macron est problématique par rapport à Israël. C'est pas seulement ce qu'il a fait à Sainte-Anne il y a quelques années, mais c'est aujourd'hui avec le boycott qu'il organise contre Israël, qu'Israël est en guerre. Alors c'est très sympa qu'il aille au match de foot, mais j'ai pas besoin qu'il aille au match de foot. Ce que j'ai besoin, c'est qu'il me vende des armes. Alors c'est pas qu'on achète des armes en Israël, mais au moins qu'il nous permette de vendre nos armes à nous dans les salons de vente d'armes qui est en France, ce que Macron veut empêcher. Mais au-delà, ça c'est sur du court terme. Au bout du compte, Macron va être président, il a encore 1 an, 2 ans, il va finir, et il faut à tout prix qu'on revienne à cette alliance entre la France et Israël, à cette amitié entre les Français et les Israéliens, entre les Français et les Juifs, et je pense qu'on peut y arriver. Il faut travailler dessus, il faut le faire, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc on a le consulat à Jérusalem qui est problématique, qui est une pierre qui dérange sur le chemin, vraiment. C'est un obstacle sur ce chemin-là qu'il faut s'en occuper. Il peut y avoir aussi des accords entre la France et Israël par rapport à ça. On n'est pas obligé de tout faire en s'accrochant, en s'attaquant. Israël pourrait très bien faire un accord avec la France en disant voilà, en échange de t'accorder de manière officielle l'immunité que tu recherches tant dans les domaines nationaux, en échange, on veut que le consulat se change et qu'il dépend de l'ambassade à Tel Aviv. Tu n'es pas obligé de reconnaître Jérusalem, mais au moins que le consulat ne soit pas un organe anti-israélien à l'intérieur de Jérusalem et dans Jérusalem-Ouest. On peut trouver des accords. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. J'espère vous avoir intéressé dans ces... Combien de temps 57 minutes. Donc j'essaie de faire moins qu'1 heure. J'essaie de faire une demi-heure, c'est impossible. Hein. Mais j'essaie de faire moins qu'1 heure. J'essaie aussi de faire de nouveaux épisodes de manière toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup de votre écoute. Je vous rappelle qu'on peut s'abonner sur la chaîne, sur le podcast. Je vous rappelle que vous pouvez diffuser le podcast. Je ne médite pas. J'envoie ça tel que c'est, en espérant que c'est bien. Et j'espère que, voilà, passez une bonne semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis présent sur les réseaux sociaux.